Si on me coupe un bras pour m'y greffer une prothèse bionique, suis-je toujours moi-même? Apparemment oui, mais si on transfère mon esprit vers un ordinateur? Là j'avoue, je sais pas trop. Mais bon, en tant qu'ordinateur, je serais potentiellement immortel, donc j'aurai le temps de répondre. D'ailleurs, la mort est-elle ce qui donne réellement un sens à la vie? Étant donné qu'on n'a jamais expérimenté l'inverse, on n'a pas vraiment de réponse. Faudrait demander à un elfe. Ces questions sont soulevées par un mouvement qu'on appelle le transhumanisme. C'est un sujet qui me passionne depuis maintenant pas mal de temps, et je vous propose qu'on l'étudie ensemble dans cette vidéo. Mais avant cela, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et comme disait Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Avant de parler de prothèses bioniques, d'immortalité ou encore de transfert d'esprit, posons-nous la question, c'est quoi le transhumanisme? On date du début des années 80 les premières personnes se revendiquant du transhumanisme dans l'université de Californie. Parmi elles, le professeur FM 2030, décédé le 8 juillet 2000, qui dit lui-même « Je suis un homme du 21e siècle, accidentellement lâché dans le 20e. J'ai une profonde nostalgie du futur. » En effet, FM 2030, dont le vrai nom s'affiche ici, avait prédit le téléshopping, les téléconférences ou encore la fécondation in vitro. Ce personnage emblématique est mort en 2000 à l'âge de 69 ans. Son corps repose en Arizona. Il s'est fait cryogéniser dans l'espoir qu'on le ressuscite dans un futur meilleur. Maintenant, si on décortique le terme transhumanisme, littéralement ça veut dire la transcendance de l'humanité, mais plutôt de notre condition humaine. Le but c'est d'augmenter nos capacités physiques et mentales à l'aide de la technique et de la science. Se diriger vers un futur où la mort ne serait plus qu'une maladie dont on pourrait guérir. Seulement voilà, améliorer nos conditions humaines par le biais de la technique et de la science, on le fait déjà. Et depuis longtemps. Prenons le cas du propulseur à l'époque du Paléolithique. Cet outil permet de multiplier par 3 la force de lancer, et donc de transpercer beaucoup plus facilement une proie lors de la chasse. Ce procédé est toujours utilisé à notre époque, et pour lancer des balles à nos amis canins. Nous avions dit dans cette vidéo qu'au fond nous n'étions pas adaptés à la nature, contrairement aux autres êtres vivants. À part Bear Grylls de Man vs Wild, le mec n'hésite pas à dormir à l'intérieur d'un dromadaire mort. Qui peut prétendre survivre en pleine forêt ou en plein désert? Et encore, Bear Grylls ne survit pas grâce à sa physiologie humaine, mais grâce à la technique et la science. C'est parce qu'il sait faire du feu et comment s'isoler du froid qu'il survit. Ainsi, on voit bien que transcender son humanité est même une des caractéristiques de l'être humain, une manière d'interagir avec notre environnement. Du coup, j'en arrive à cette question. Si le transhumanisme se caractérise par le fait de vouloir transcender notre humanité, qu'est-ce qui le différencie avec tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant ? Je vais vous présenter 2 philosophes pour illustrer le type de débat qui existe autour du transhumanisme. Tout d'abord, John Harris, philosophe britannique travaillant à l'université de Manchester, spécialisé en bioéthique. Pour lui, l'augmentation de nos capacités humaines doit se faire au nom d'un devoir moral. Et Maxwell Mellman, spécialisé en bioéthique et professeur de droit à l'université de Case Western. Lui n'est pas partisan du transhumanisme, pour lui ça provoque une déshumanisation. Si on reprend le discours de John Harris dans son livre Enhancing Evolution, pour lui, il n'y a pas de différence entre une paire de lunettes et un implant cérébral qui pourrait booster notre mémoire. Si on prend son discours au pied de la lettre, être contre les implants revient à être contre le port de lunettes. Du coup, être partisan du port de lunettes revient à être partisan de l'amélioration de nos conditions humaines. C'est vrai qu'il le vend bien son discours. Imaginez quelqu'un qui vous propose de vivre plus longtemps et de ne jamais tomber malade. Qui va dire « non merci, ça ira ». Autrement dit, l'argument central de John Harris, c'est « pourquoi refuser le meilleur ?» C'est sûr que si t'as le choix entre des pommes dégueu et chères et des pommes succulentes et pas chères, ce serait complètement con de choisir les pommes dégueu et chères. Ainsi, pour John Harris, refuser l'utilisation de la technologie et de la science pour améliorer nos conditions humaines revient à acheter des pommes dégueu et chères. Mais Mellman ne l'entend pas de cette oreille. Ni de l'autre oreille d'ailleurs. Pour lui, le transhumanisme tend à nous déshumaniser, nous ôter ce qui fait de nous des êtres humains. Évidemment, Mellman il n'est pas anti-amélioration, on va pas le retrouver à manifester dans la rue en disant non aux lunettes. Ce qui pose problème pour lui, c'est la course à la performance de manière généralisée. Il y voit un déni de soi à travers 3 caractéristiques. Tout d'abord, la vulnérabilité. C'est un constat, nous sommes des créatures qui naissons, souffrons, vieillissons et finissons par mourir. Et en fait, c'est cette vulnérabilité qui fait que nous agissons de telle sorte à ce que notre vie ne se résume pas à « je suis né, j'ai attendu, puis je suis mort ». Mellman met en avant que ce qui donne un sens à la vie, c'est justement le fait qu'elle ait une fin. Évidemment, on pourrait rétorquer à Mellman qu'on n'a jamais expérimenté l'inverse, l'immortalité. Mais d'un autre côté, si on prend Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, il est certes immortel parce qu'il ne vieillit pas, mais ça n'empêche pas de mourir s'il se prend un coup d'épée de Uruk-hai. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cette proposition. Plus on a de temps pour faire quelque chose, moins nous activons à le faire. Nous avons une tendance naturelle à procrastiner parce qu'on n'a pas de vision à long terme. Du coup, on remet tout au lendemain. Sauf qu'à un moment,
il n'y a plus de lendemain. Alors par naturel, entendons naturellement biologique, ça ne nous empêche pas de produire des choses artificielles comme des maisons, des smartphones ou des chapeaux distributeurs de PQ. En fait, ce dont Mellman a peur, c'est que le transhumanisme nous exclut de l'ordre naturel auquel nous sommes soumis, boire, manger, dormir. Selon lui, le culte de la performance pour la performance fait qu'on s'intéresse surtout aux résultats, mais pas au processus. Si on prend l'exemple du sport, les personnes qui font des Ironman, ils s'entraînent très dur pour atteindre cette performance, aussi bien physique que mentale. Il y a une forme de mérite et de fierté quand on a atteint cet objectif. Et l'objectif et le processus ne font qu'un. Du coup, s'il y a des technologies qui permettent à n'importe qui de réaliser un Ironman, il est où le challenge? Ainsi, on voit bien que chez les deux auteurs, ce qui diffère, c'est une vision d'un monde futur. Harris, lui, il est optimiste. Il se dit mais c'est génial, on va vivre plus longtemps, on sera plus jamais malade, et peut-être même qu'on va jamais mourir. Mellman, lui, il n'est pas pessimiste, mais il est dubitatif. Parce que c'est clair que si on va au bout du délire, il y a des choses vachement cool. Personnellement, je serais très content si j'étais plus jamais malade et que je mourrais simplement de vieillesse dans mon sommeil. Mais alors, si on n'est plus malade, à quoi servira la médecine ? Historiquement, la médecine avait pour fin de redonner sa vitalité à un individu qui l'avait perdu, et aussi de prévenir certaines maladies. On a un statu quo, on tombe malade, on se soigne, on revient à ce statu quo. Cela sous-entend qu'on apprend d'abord comment le corps fonctionne en bonne santé afin de mieux l'appréhender lorsqu'il est en mauvaise santé. Mais depuis plusieurs décennies, la médecine ne redonne plus aux gens leurs capacités physiologiques perdues, elle les améliore. Si l'on reprend l'exemple du sport, la frontière entre médecine thérapeutique et médecine d'amélioration a été franchie. Dans le monde de la musculation, il n'est pas rare que certains athlètes utilisent des stéroïdes anabolisants dans le but d'augmenter leur musculation. Mais ces mêmes stéroïdes peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques pour stimuler l'appétit ou préserver la masse musculaire chez les personnes ayant un cancer ou souffrant du sida. Mais du coup voilà, en dehors de ces exemples précis, on peut noter une tendance naturelle vers une médecine d'amélioration de nos capacités humaines. Plus généralement, une science qui ne décrit plus le réel, mais qui fabrique une réalité en s'attardant sur la technique. C'est une amélioration internalisée. Sélection embryonnaire ou thérapie génique. En parlant de sélection embryonnaire, je vous propose d'aller faire un tour à Los Angeles, à la Fertility Institute. Dans cette clinique privée, il est possible de faire un bébé sur mesure, c'est-à-dire choisir la couleur des yeux, le sexe, mais également sélectionner les meilleurs gènes afin d'avoir le meilleur individu possible. Et ça me rappelle un film. Bienvenue à Gattaca, réalisé par Andrew Niccol en 1997, nous dépeint une société futuriste où on pratique l'eugénisme à grande échelle. Concernant l'eugénisme, je vous renvoie à la vidéo de Léo Grasset et de Monsieur Phi qui s'affiche ici. Dans cette société, il est possible de choisir les informations génétiques de ses futurs enfants, afin d'avoir les meilleurs individus possibles. Cette pratique crée une dichotomie entre les individus nés de manière naturelle et les individus nés de manière artificielle, sans hasard. Et les personnes au patrimoine génétique le plus fort ont les meilleures places en société. Ce qui est mis en lumière avec la Fertility Institute et la médecine améliorative en général, c'est ce fossé social qui se crée entre les humains améliorés et les non améliorés. Comme le dit Peter Diamandis de l'Université de la Singularité à propos de l'amélioration humaine, la question n'est plus comment, mais quand. Connaissez-vous l'athlète et mannequin Aimee Mullins? Eh bien, elle a la particularité d'avoir 12 paires de jambes. En fait, Aimee a été amputée sous le genou à l'âge d'1 an, parce qu'elle est née sans péroné. Durant un TEDx, Aimee raconte cette anecdote. Elle était en soirée et elle rencontre une amie qui lui fait remarquer l'augmentation de sa taille. Aimee lui explique que c'est parce qu'elle a changé de jambe. Et son amie trouve ça injuste qu'elle puisse changer de taille comme ça. Et ce qu'on peut noter ici, c'est qu'on passe d'une situation de handicap à une situation, disons, avantagée. Et si on reprend Bienvenue à Gattaca, on peut très bien imaginer que ce qui sera handicapant dans le futur, c'est de ne pas être augmenté, autrement dit d'être un humain normal. Quand on voit la prise de stéroïdes anabolisants dans le monde de la musculation, alors qu'on sait que c'est risqué, on sait surtout que c'est illégal, ça m'étonnerait pas qu'un jour il y ait des amputations volontaires. Afin de mieux comprendre l'enjeu, faisons un petit détour chez Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Selon eux, les événements historiques sont déterminés non pas par les idées, mais par des rapports sociaux. C'est la fameuse lutte des classes, entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui possèdent leur force de travail, entre les patrons et les prolétaires. Si on pousse le délire du transhumanisme dans une société de plus en plus compétitive, ajouté à cela à une lutte des classes contemporaines, ça me paraît pas ridicule d'y voir une course à l'augmentation de ses performances. Ça serait que la continuité à cette tendance de la division humaine, non plus entre les possédés et les possédants, mais entre les augmentés et les naturels. De plus, l'amélioration restera un choix tant que la société n'aura pas évolué jusqu'à ce que être naturel soit un handicap. C'est un peu comme quand les premiers ordi sont arrivés dans nos maisons, autour de 95.
Au début, on pouvait très bien s'en passer, mais maintenant, en 2020, essaye de vivre sans ordi et sans internet. C'est beaucoup plus difficile. De ce fait, la tendance à l'amélioration de nos capacités humaines pourra très bien être la nouvelle norme, et quiconque refusera de vouloir s'augmenter sera handicapé socialement. Sauf que cette amélioration a un coût, et du coup d'une lutte entre humains et post-humains, on revient à une lutte économique. Ceux qui peuvent et ceux qui pourront, parce que ça va devenir accessible, c'est comme ça que le marché fonctionne. Sauf que les plus aisés auront toujours une longueur d'avance. Au fond, ce transhumanisme n'est que la continuation d'un eugénisme comme étant l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Si chez les nazis c'était complètement coercitif de la part de l'État, à notre époque on est plutôt vers un eugénisme libéral, c'est-à-dire où l'État laisse le choix à l'individu de s'améliorer ou non. Mais cet eugénisme toléré par l'État a un coût, et les personnes ne pouvant en bénéficier se retrouvent en marge de la société. L'amélioration de nos capacités dans le mouvement transhumaniste passe par l'utilisation d'une technologie internalisée, à but non thérapeutique. La technologie que nous utilisons quotidiennement peut très bien être considérée comme un transhumanisme externalisé. Notre smartphone n'est pas qu'un simple téléphone, c'est aussi l'extension de notre mémoire, la capacité de diffuser notre pensée sans que l'espace et le temps soient des frontières, d'avoir un accès à l'information de manière quasi instantanée. Leur possession augmente notre capacité par rapport aux anciens humains ou par rapport aux personnes qui n'en possèdent pas. Mais si on reste attentif au discours transhumaniste, on se rend compte que le fondement anthropologique est assez vieux en fait. On reste sur un dualisme âme-corps, à qui l'on donne la forme d'un monisme corps-cerveau. Selon moi, on reste sur une logique platonicienne fondée sur la peur de vivre. Platon distingue le monde des idées du monde sensible. Le monde sensible, c'est celui dans lequel nous sommes. L'âme appartient au monde des idées où règne la permanence. Et pour Platon, le monde des idées est supérieur au monde sensible. Du coup, l'âme est supérieure au corps. Vouloir augmenter nos capacités physiques et mentales, c'est juger que celles initiales ne suffisent pas. Vouloir vaincre la mort et la maladie, c'est le signe d'une peur de nos conditions humaines. Les hypothétiques transferts d'esprit vers un ordinateur, c'est la négation de notre identité corporelle. Le transhumanisme, malgré les recherches incroyables que ça a engendré, peut être étudié comme un phénomène social, comme un symptôme. Selon moi, on reste dans une logique ancestrale de la négation de notre condition humaine. Cette dynamique n'est ni bien ni mal, elle est même par-delà le bien et le mal, pour utiliser une expression de Nietzsche. Peut-être même qu'au fond, elle fait partie de nous. Notre haut degré de conscience nous exclut de notre propre monde, ce qui crée une forme de déterminisme qui nous obligerait à nous transcender. Et si le futur de l'humain était justement de ne plus l'être ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un like, un commentaire et en la partageant un maximum. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou Utip, les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous laisse, ciao et bon futur!